qui n'est pas de la bouse de lait, mais c'est la bouse de café. Je réalise. C'est la bouse de soleil. 18 ans, sa première exposition. Oui, parce que voilà, mon prof c'est Georges de Vlamingh, donc le prof de Nicolas de Staël. Il invente les pâtes, la préparation, les couleurs. Donc voilà, on découvre tout ce travail moderne de l'art abstrait. Et donc c'est bien parce que j'ai pu commencer avec ce qui est le moins compréhensible de tout, en fait. Voilà, parce que donc l'art abstrait, c'est pas n'importe quoi, et quand c'est n'importe quoi, ça n'est plus de l'art. Voilà, c'est ça l'histoire. Et donc là, on a quand même quelqu'un de très solide, et on est directement dans la modernité. On n'est pas dans le futurisme parce que ça, finalement, on est sorti de l'abstrait finalement, mais c'était quand même beaucoup plus d'avant-garde encore que ce qu'on fait aujourd'hui, quelque part. Voilà. Mais ça nourrit pas son homme, ça. Bah, l'art ne nourrit son homme que quand il devient commercial. Et ça veut dire que tu donnes des cours ou quoi? Tu enseignes ou bien tu partages? J'ai donné des cours, oui. Non, mais là, moi, quand je travaille, c'est ce que j'ai fait à l'académie qui nourrit son homme. C'est-à-dire que je me fais engager comme décorateur pour reconstruire la nouvelle innovation qui a flambé. Et là, on est quand même un bureau d'architecte, place des Martyrs, il n'y a plus d'innovation du tout. À ce moment-là, il n'y a pas, comme maintenant, il n'y a que le Bon Marché et le Sarma, il y avait l'innovation entre les deux. Voilà. Et on va dans le monde entier voir les plus grands magasins du monde. En Allemagne, on va voir Globus, on va voir Harrods à Londres, on va aux États-Unis, on va partout. Et on revient et on peut se lâcher à inventer tout ce qu'on veut. On est tout un bureau d'architectes là. Moi, je ne suis pas architecte, mais je suis décorateur, donc j'arrive à me faire engager là. Et on fait plein de plans. On peut se laisser aller à toute l'imagination qu'on veut. Et puis, voilà, et de là, il ressort des choses intéressantes. Et donc, je suis directement dans un laboratoire. Et c'est mon premier job. Donc, c'est directement à un certain niveau. C'est vraiment bien. Donc, entrecoupé d'expositions, ton job de l'exposition Oui, voilà, mon job de la peinture. Je peins, c'est comme ça que j'ai commencé à ne dormir que 3 heures. Et voilà, moi, je peins la nuit. Et les premiers mots surgissent quand? Les premiers mots surgissent déjà extrêmement jeunes. Moi, je commence ma vie avec Sartre, avec les Russes, Gorky, etc. Et avec surtout les surréalistes et Jean Cocteau. Donc voilà, tous des gens qui ne s'entendent pas finalement ensemble. Et moi, c'est ça mes lectures. Et donc là, je me mets à écrire évidemment immédiatement. Donc ça, c'est vraiment très jeune. Moi, je pense que je ne sais pas exactement quand j'ai vraiment commencé, mais je pense que j'ai déjà commencé à écrire certaines choses à 12 ans, 13 ans. C'est à 14 ans, en même temps que je vais à l'académie, que là ça se confirme, que je mène tout de front, que j'écris des choses, mais que je ne publie pas et que je ne pense même pas à publier. Je veux dire, c'est instinctif, c'est la pulsion, c'est une éjaculation mentale. C'est la jeunesse, hein, c'est l'apogée sexuelle, c'est 18 ans, hein, il faut le savoir, après l'homme diminue. Moi là, je crache tout ce que j'ai à cracher. Voilà. Et donc c'est là les premiers écrits. Est-ce que ça influence les titres de tes œuvres? Qu'est-ce qui influence les titres de mes œuvres? Mes lectures? Tes lectures? Non, parce qu'à ce moment-là... Je ne parle pas de l'œuvre en elle-même, mais de choisir, de donner un nom à l'œuvre. À l'œuvre picturale, tu veux dire, oui. Mais non, parce que comme je suis dans l'abstrait, j'ai pas de titre à mes œuvres. D'accord. Voilà, il y a un hiatus, là, donner un titre à une œuvre abstraite,
c'est tout d'un coup la rendre concrète. Oui, enfin bon, je peux imaginer même un trait de crayon, ça veut dire atterrissage, ou il peut y avoir... Oui, il peut y avoir d'accord. Il Mais peut y avoir un rêve ça c'est ce qui ressemble à ce moment-là, alors, à mon écriture. Hein. Voilà. Donc voilà, donc j'écris des trucs dans le genre un cul rare, empoisonné par un suppositoire. C'est absurde, c'est un peu con, mais enfin c'est comme ça. À ce moment-là, il y a quand même Jacques Prévert, Parole, etc. On peut faire des séries avec des ratons laveurs, on peut faire tout ce qu'on veut, on est dans la liberté totale et Savoir absolue. si un petit peu le texte écrit, ce que tu mets sur papier, va s'harmoniser ou bien va s'accoupler avec l'œuvre graphique. Voilà, moi, si je dois bien c'est prendre, deux choses différentes. C'est des choses différentes parce que c'est la même chose. Écrire, dessiner, peindre, tout ça, c'est la même chose. C'est l'exemple le plus frappant pour ça, et c'est celui que j'aime le plus pendant presque toute ma vie, c'est Jean Cocteau. Et donc, il n'y a pas de différence pour Jean Cocteau entre les dessins, la peinture, l'écriture, le cinéma. Pour lui, tout ça, c'est toujours de l'écriture. C'est tout. Et donc, l'un ne va pas influencer l'autre. Tout est le même, ça vient en même temps et ensemble. Je suis admiratif de ça et c'est ce que je suis en fait. Voilà. Donc, je suis un touche-à-tout. Voilà. Donc c'est difficile de constituer un cercle alors, parce que tu es un électron libre. Voilà, et donc en réalité, c'est quelque chose qui ne me plaît pas à ce moment-là, qui ne me plaît toujours pas vraiment beaucoup aujourd'hui dans tout ce qui est formaté, mais qui plaît à une catégorie de gens aujourd'hui plus libertaires, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais à l'époque, c'est quelque chose qui ne plaît pas beaucoup, même Jean Cocteau, il est récrié pour ça, il est décrié pour ça, je veux dire. On va sauter, on est à 30 ans maintenant. Que fait? J'ai à 30 ans, à 30 ans, j'ai réalisé déjà pas mal de rêves de ma vie. Donc, il y avait un rêve que j'avais depuis ma prime jeunesse, c'était d'aller aux États-Unis parce que j'avais de la famille américaine qui revenait chaque année. Ils faisaient la traversée en bateau, ça durait 15 jours. Et puis, ils passaient un peu à la maison en faisant un tour d'Europe. Et ils disaient toujours que sitôt que j'aurais 18 ans, il m'inviterait, et puis quand j'ai 18 ans, personne ne m'invite, et puis moi je reste sur ma faim, parce que tout d'un coup c'est quelque chose qui m'est dû, et c'est quelque chose qui est arrivé, voilà, entre mes 18 et mes 30 ans, je suis allé aux États-Unis plusieurs fois, et ça a été assez extraordinaire, je veux dire, voilà. Et deuxième rêve, c'était celui que, voilà, tous mes amis étant déjà très modernes, tous ceux qui s'étaient mariés quand on avait 18 ans, parce qu'on se mariait quand même très tôt à l'époque, étaient déjà divorcés, avaient eu des gosses, et ça se passait plutôt mal. Et donc moi j'avais déjà décidé depuis mes 18 ans que ce serait soit une femme, soit un enfant, mais jamais les deux ensemble. Et donc là j'avais pas de femme et j'avais pas d'enfant, et puis voilà, je l'ai eu l'enfant. Donc là, je me retrouve que j'avais deux grands rêves, c'était d'avoir un enfant. Je m'étais dit, voilà, quand j'ai 26 ans, si j'ai pas d'enfant, j'en fais plus. Parce qu'après, on a presque l'âge d'être un grand-parent. Quand il a 20 ans, ça va pas. Et voilà, c'était une idée de jeune, évidemment, c'était pas vraiment vrai, surtout aujourd'hui. On voit bien que c'est pas vrai. Mais bon, c'était mon idée. Et puis voilà, mes 26 ans sont arrivés, j'avais pas de gosse. Je n'étais pas marié, donc j'avais fait une croix dessus, et puis finalement j'en avais fait un quand j'avais 26 ans, que je ne le savais pas, et je l'ai su qu'1 an et demi après, Voilà. Et donc voilà. Donc tu semais sans aller voir ce qui se passait. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Bon, 30 à 40. 30 à 40, c'est l'époque de ma vie où je suis le plus fort physiquement. Là, je suis plus fort que quand j'avais 18 ans. Je suis devenu un minotaure. Je suis comme Picasso. Je construis j'achète une petite auge à cochon, un petit appentis de ferme avec un grenier à foin, et j'en fais une maison, je construis tout, je n'ai jamais fait tout ça avant, et
Et je décide que je sais faire tout ça, comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai décidé que je saurais le faire, et je l'ai fait, voilà. Donc j'ai fait ça aussi, voilà. Et alors, un autre rêve, c'était que j'avais toujours rêvé d'être styliste de mode. J'ai donc été styliste de mode aussi, donc tout ça c'est entre mes 18 et mes 30 ans. Donc il y a déjà beaucoup de rêves qui sont accomplis à ce moment-là. Oui, d'accord. Voilà. J'ai abandonné l'écriture parce que je fais énormément de fautes d'orthographe. Suite à des problèmes au début de mes études, de dyslexie, de gaucher contrarié, etc., etc. Et en fait, bon, je ne cherche pas d'excuses, mais je veux dire, c'est comme ça que c'est venu. Et donc, comme c'est extrêmement sanctionné, jusqu'à aujourd'hui c'est fini, hein. Aujourd'hui, quand on est prof de français, on fait énormément de fautes, donc c'est pas grave. Mais avant, c'était pas comme ça. Avant, même une petite fille d'ouvrier qui avait été à l'école, elle ne faisait aucune faute et elle avait une écriture impeccable. Et donc comme c'est l'opprobre, bah, j'abandonne l'écriture parce que ça ne mène à rien, personne ne peut le voir, personne ne peut le lire, je peux le partager avec personne. Et de toute façon, j'en fais plein des trucs d'art. Donc, je fais de la sculpture, je fais de la gravure, je fais de la peinture, je fais du dessin. Voilà, donc je laisse tomber, voilà. Ça, c'est jusqu'à 30 ans, on a dit. Oui, on est à 30 à 40 déjà. Ah non, on était à 30 à 40, tu as raison, on était à 30 à 40. Donc 40 ans, c'est l'âge de la construction, de l'installation, de la famille, une toute petite famille monoparentale, je suis là avec mon fils, il n'y a que mes parents, il n'y a plus d'autres familles, il n'y a pas d'autres familles, voilà, tout le monde est mort. Et voilà, c'est cette année-là. Alors, 40 ans, c'est aussi... J'ouvre une parenthèse ici, Ouais. parce que nous sommes maintenant, mais on parle de 30-40 ans. Est-ce que tu as toujours gardé maintenant des copains de l'époque? Ah oui, parce que tu vas parler des copains, 30-40 ans, je rencontre un tel que je connais toujours maintenant. C'est pour en arriver un petit peu ouais, j'ai encore toujours des à copains, ce cercle qui va se constituer autour de toi. Oui, très peu, parce qu'ils ne sont pas jeunes non plus. J'ai encore toujours des amis de mes 40 ans, parce que là, en fait, les 40 ans, j'habite une autre... Comme tu dis, on construit sa vie, donc on s'assied, quoi. Là on a une grosse série d'amis. J'habite en région flamande pour la première fois de ma vie. Et là, je me fais une grosse collection d'amis. Et il y en a là que j'ai encore aujourd'hui, évidemment. Voilà, oui. Premier papier édité, ça date de quand? Le premier papier édité, c'est maintenant, c'est en 2011. Ah d'accord. Donc à cette époque-là, il n'y a pas encore d'écrit qui va sortir, qui va se concrétiser. Non, alors je me suis remis à écrire... Alors on y reviendra alors. Entre mes 40 et mes 50 ans. D'accord. On va alors maintenant clôturer les 30-40 ans avec ce groupe d'amis. C'est toujours dans le monde actif, le monde qui te permet... il y a quand même encore un truc assez extraordinaire là, c'est que là, en attendant, j'ai été styliste de mode, j'ai été directeur de production, et puis je suis devenu chômeur parce que je pensais que je pouvais facilement perdre mon boulot, m'occuper de mon enfant et en retrouver un après. Et je me dis, non, là, je vis comme un père divorcé, je vois mon fils le week-end, tout le restant du temps, il est chez mes parents, moi je pars à 6h du matin, je rentre à 11h du soir, parce que quand je suis directeur de production, là, je travaille à Jean-Glou, j'habite à Auderghem, voilà. Et je le vois pas, et comme je le vois que le samedi et le dimanche, je le garde comme les pères divorcés, qui ont leurs gosses en garde, et donc on va au cirque, on va à la foire, on lui paye tout ce qu'il veut, et puis on ne se reconnaît pas dans son fils, parce qu'il a, c'est pas ton éducation qu'il a, c'est celle de tes parents, avec lesquels tu es quand même en conflit, puisque tu es parti de chez eux à 18 ans pour voilà. Donc il y a des choses avec lesquelles tu les aimes et tu les adores, mais tu n'es pas vraiment d'accord. Et donc je me dis, non, moi je reprends les choses en main, non, moi je voulais un enfant, c'est pour avoir un enfant, c'est pour exister avec lui, c'est une chose extrêmement importante, c'est ça le vrai rêve. Le rêve, c'est pas d'avoir un enfant, c'est ça le vrai rêve, c'est pas de se perpétuer, de voir son nom qui continue, etc. C'est vraiment de vivre ça. Et donc, voilà, je tombe au chômage, c'est voulu de ma part, je le décide vraiment, je m'arrange. Et j'ai bien fait parce que 6 mois après, que j'avais réussi à me faire mettre
un C4, mon patron, lui, il est parti avec la caisse de tous les employés et de tous les ouvriers. Et on ne l'a plus jamais vu. Donc voilà, je ne me suis pas fait avoir. Et donc là, je deviens pauvre, c'est-à-dire que jusque-là, j'avais eu des gros salaires, et puis tout d'un coup, j'ai le petit minimum du chômage. Ça ne me dérange pas, c'est pas ça, mais ça veut dire que tout d'un coup, je vais vraiment être un peu plus pauvre que ce que j'avais prévu. Et à un moment, je dois déménager, parce que mon propriétaire revient habiter sa maison, et je trouve rien, et j'ai plus les moyens, j'ai pas les moyens d'acheter, et j'ai presque pas les moyens de louer. Et finalement, dans les pérégrinations, je finis chez un notaire pour un bien qu'il n'avait pas en vente et qui était une escroquerie. Il me dit, mais j'ai un ami qui a une maison qui est abandonnée depuis peu. Si vous voulez, vous pouvez l'habiter. Et il faudra arranger, il faudra remettre des portes, des fenêtres, etc. Et tu deviens concierge presque, un immeuble abandonné. Non, c'est simplement, voilà, pour que le bien n'aille pas à volo, il sera à vendre un jour pour faire une parcelle à construire. Mais en attendant, tu peux l'avoir, il y a 20 terres de terre, il y a 2 serres, il y a la maison. Et là, c'est ça la parenthèse, c'est que là, je fais toute une vie en autarcie. Là, j'achète quelques poules, un coq, un couple de lapins, un couple de pigeons, et ça commence la vie en autarcie. Tout d'un coup, j'ai beaucoup d'œufs, j'ai beaucoup de poules, j'ai beaucoup de lapins, j'ai beaucoup de pigeons, j'ai des légumes dans les serres, j'ai des tonnes de tomates, j'ai des tonnes de ci, j'ai des tonnes de là. Et on commence le bio, et les gens m'échangent, et tout d'un coup, j'ai plus besoin d'argent. Et je deviens riche, beaucoup plus riche que mes parents. Je mange beaucoup mieux que mes parents qui vont faire des gros chariots au GB, au Deleuze, des 6 000 francs, des 8 000 francs. Hein, mais moi, je mange de la vraie poule, du vrai poulet, du vrai lapin, du vrai pigeon, des vrais œufs, des vrais fruits, des vrais légumes. C'est quand même tout à fait exceptionnel. Et voilà, par exemple, là, on est en plein délire. Le pâtissier du coin est un arabe marié avec une espagnole. Le gars, il fait boulanger et il fait venir sa farine d'Espagne parce que celle-là n'a pas d'additifs, il n'y a pas de produits chimiques, etc. Et c'est la vraie à l'ancienne. Et le gars, il me prend mes œufs, il me les achète, plus cher qu'on ne les vend au magasin, les œufs, et il me donne tous les jours tout ce qu'il est invendu. Parce que le gars est une vraie personne honnête, c'est-à-dire tout ce qui était dans le magasin aujourd'hui n'est pas à vendre demain. Ni les gâteaux, ni les pains, ni les coups, ni rien du tout. Et donc il me fait des sacs poubelles. J'ai parfois des sacs poubelles où c'est des gâteaux d'anniversaire empilés les uns sur les autres. En quelques mois, quand on vient chez moi, les poules, les lapins, les chiens, les chats, moi et mon fils, on est avec de la crème fraîche partout. Tu vois. On s'est empiffré de gâteaux, tous. Enfin, donc voilà, voilà, c'est comme ça. C'est vraiment une période très magnifique. Et pendant cette période, alors, il y a toujours des tableaux qui sont là, il y a toujours des... Oui, pendant cette période, je peins beaucoup. Pendant cette période, j'arrive à m'acheter un petit cheval pour presque rien, un petit Islandais. Et du coup, je vais faucher des foins, comme mon grand-père qui était jardinier, qui m'avait appris à faucher avec une vraie faux. Et je me retrouve, voilà... 50 ans en arrière de tous mes contemporains, à faucher des foins, à me coucher dans la brouette pleine de foin à midi sous le soleil, à regarder les nuages qui passent et des marguerites sans arrêt, marguerites et marguerites et marguerites qui passent, tu vois, et le foin sent le miel. Et voilà, tout d'un coup là je peins plus. J'ai plus besoin de peindre. La vie est plus merveilleuse. Il n'y a aucun besoin de créer le moindre merveilleux parce que la vie, elle est merveilleuse comme ça. C'est là où je suis le plus pauvre. C'est là où la vie est le plus merveilleuse. C'est là où les gens sont vraiment bons avec moi. C'est là où les gens m'aident énormément. C'est là où je reçois tous les conseils, où on m'explique comment faire, tout ce que je dois faire, tout ça, où tous les vieux viennent m'aider, tout ça. C'est là où je lis des amitiés par-delà l'âge, etc., avec des gens de conditions complètement différentes que moi. Donc ça, je veux dire par là que la création avant était un échappatoire à quelque chose. Ben voilà, je pense que la création est toujours un échappatoire à quelque chose. Hein, alors, alors à un moment donné, tu te retrouves justement dans le bain du bonheur. Voilà, et d'ailleurs c'est ce qui arrive toujours maintenant, tu vois.
je me force à écrire quand je me déplace au Maroc, enfin au Maghreb, n'importe où je vais, ou à Nice ou quoi. Je me force parce que ce serait malhonnête de ne rien y faire, tu vois. Mais en fait, bah, voilà, j'ai pas besoin, là, tu vois. Et donc, c'est là que je me lâche. Le prophète du néant s'écrit comme ça, c'est que du plaisir. Voilà. C'est rien d'obligatoire, c'est rien de nécessaire. C'est vraiment des choses... C'est pas le devoir. C'est pas le devoir, tu vois, voilà. Ça se ressent directement à la lecture de l'ouvrage. C'est ce qu'on ressent. C'est une respiration, c'est un vrai voilà. souffle. C'est pour ça que je fais le rapport avec les soufis, parce que justement, ce n'est pas quelque chose qui est travaillé. Tous mes collègues me disent, oui, mais il faut travailler, voilà, et alors 90% de travail, 10% de création, etc. Et il faut retravailler, il faut relire, il faut attendre, il faut... C'est le devoir, ça. Alors moi, je vois que chaque fois que je retravaille, j'amoindris, je diminue, je casse le jouet, voilà, c'est ça. Alors, bon, j'essaye de retravailler un minimum, parce qu'il faut quand même un petit peu, voilà, vérifier. Mais en réalité, presque tout, c'est instinctif, quasiment, voilà. C'est donc, ça vient dans le souffle. Sauf que c'est pas un souffle précipité, je suis pas, il faut avoir, il faut avoir, il faut avoir, il faut avoir. Non, c'est, oh, il y en a encore un qui vient, voilà, il est là, voilà. On le dépose sur le papier. On ne sait pas ce qu'on va en faire. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Les tableaux, c'était la même chose, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Je ne travaillais pas pour faire des expositions. C'était extrêmement difficile pour moi de faire une exposition. Les premières expositions, c'était possible et facile parce que là, j'étais élève d'académie avec des professeurs, j'étais parti dans l'abstrait, donc il y avait au moins une unité d'abstraction. Mais sitôt que je rentre dans l'âge, c'est tout azimut quand je peins, voilà. On est dans 40-50, hein, oui, donc 40-50, voilà, donc là aussi, il y a un retour à l'académie. J'ai envie d'aller me rafraîchir la tête. Donc tu abandonnes un peu le côté fermier, le côté éleveur. Oui, donc ça a été une période, donc ça a duré 5 ans, je crois. Donc, on est vers quelle année, là? Ben là, 86, donc... Voilà. 86 aux années 90, on va dire. Voilà. Et alors, à un moment donné, donc tu sens qu'en toi, il y a des racines qui prennent. Et ben là, de toute façon, je me refais un peu. Voilà. Je reste quand même chômeur, mais dans une meilleure condition. Voilà, je me refais un peu. Et tu décides de retourner pour une formation, pour approfondir quelque chose que tu sens qu'il te manque, ou bien la découverte d'autres choses? C'est-à-dire que là, j'ai été faire des formations qui ne servaient à rien. De toute façon, j'avais quand même déjà 9 diplômes. Et je ne voyais pas très bien pourquoi j'irais faire une formation, la formation du gars qui était devant moi dans la file du chômage ou derrière moi dans la file du chômage et qui lui il était chômeur et moi j'allais aller faire la formation de ça. Je trouvais ça un peu absurde. Donc on était déjà rentré en absurdie, j'en avais bien conscience, sauf que personne d'autre n'en avait conscience et que on pensait qu'il fallait absolument aller travailler, trouver du travail et qu'il y en avait, mais c'est pas vrai quoi, c'est tout. Donc le monde était parti, voilà. Mes derniers boulots de styliste de mode, j'ai lâché, quoi. Il fallait tuer père et mère, il fallait devenir quelqu'un d'un sanguinaire, il fallait avoir des dents longues, mais pour les planter dans la chair. Ça ne me correspondait pas du tout. Là, moi, je voulais pas... J'avais jusque-là travaillé avec des gens magnifiques, et puis tout d'un coup, je me retrouvais qu'avec des ignobles salauds. C'est la même chose en politique, on a quand même connu des gens intègres, maintenant c'est quand même difficile d'en trouver, voilà, c'est tout. Donc c'était mais là, les patrons étaient devenus comme ça. Ça a été à Paris, mais le principal c'est en Belgique, et c'est parce que je travaille pour... Quand je travaille pour Ferro et Lapidus, c'est très bien, mais après, quand je travaille à mon compte, pour le queer, etc., ici en Belgique, là, ça commence à se dégrader, le travail, la façon de travailler, ce qu'on va faire aux gens. C'est fini de faire carrière quelque part, c'est fini de commencer tout en bas pour arriver tout en haut. Moi, je viens de là, je viens que normalement d'une époque où on peut commencer tout en bas et où c'est pas honteux d'apporter le courrier et de servir le café, parce qu'on peut devenir président, directeur général, voilà, et qu'on va monter les échelons si on a les qualités, et que c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis tout d'un coup, on est passé dans une période où ton chef est un jeune blanc-bec qui n'a presque pas fait d'études et qui n'y connaît rien, qui n'a jamais été sur le terrain, et qui décide tout à ta place, de toi, qui est sur le terrain, et qui doit faire. Et que donc tout est absurde et tout est abscon.
Donc ça, tu veux balayer ça donc. Ah donc ça je balaye, je préfère rester chômeur. Voilà, c'est tout. Voilà. Ça c'est absolument super. Ce qui fait que je ne suis quand même pas inactif du tout. Je suis extrêmement actif, mais pas lucratif. Donc on est dans la tranche aux environs des 40 ans, c'est ça un peu plus On a dépassé maintenant les 40 ans, donc mes 50 ans, je décide de retourner à l'académie, refaire des cours un petit peu, et qui est-ce que je retrouve comme professeur? Un ancien condisciple de quand j'avais 14 ans, qui a fait sa carrière, qui est devenu professeur, et qui est spécialisé dans la peinture ancienne, classique, les grands maîtres, donc la préparation des toiles à l'ancienne, la préparation de la couleur, comment on peint, on peut peindre comme Van Eyck, on peut peindre comme Rubens. Donc ça tu découvres. Et donc tout ça, moi j'avais fait le chemin inverse, moi j'ai commencé par directement l'art le plus moderne, voilà. Et en sculpture aussi, donc voilà, donc là je découvre, oui. Et je découvre et ça m'intéresse beaucoup. Et bon, il y a des jeunes avec toi? Évidemment. Il n'y a que des jeunes avec moi. Il y a que des jeunes avec je toi. suis le seul qui n'est pas jeune. Le quinquagénaire arrive un petit peu voilà, pour une formation, oui, voilà. Et il y a des jeunes. Voilà. Je pense que ça t'a influencé aussi de te retrouver dans un bain de jeunes. Mais j'ai fait ça quasiment tous les 10 ans après. Donc je suis retourné tous les 10 ans, donc à mes 60 ans, je suis encore retourné à l'académie de nouveau, voilà, avec tous les jeunes. Et c'est comme ça que je suis rentré en écriture. Mais je reviens un petit peu parce que ce bain dans les jeunes, on y sera. Ce bain dans les jeunes est intéressant parce qu'encore une fois, tu vois des jeunes qui découvrent, qui sont en pleine formation. Toi, tu viens déjà avec un bagage, mais tu te remets, je vais dire, sur leur niveau pour découvrir quelque chose. C'est-à-dire que l'apanage à la jeunesse, c'est qu'on a toutes les audaces. Oui. Moi, je continue à les avoir malgré que j'augmente d'âge. Tu ne vois pas les grilles qui sont là, tu es toujours jeune. Quoi. Oui, moi j'ai toujours 18 ans ou 14 ans dans ma tête et dans mon cœur et dans mon corps quasiment. Et donc, parce que c'est la création débridée et sans aucune contrainte. Et que je ne veux pas laisser contraindre. C'est la raison pour laquelle je ne travaille plus non plus, etc. Enfin, dans les circuits. Mais quel regard as-tu sur ces jeunes Les jeunes, donc voilà. Et alors, quel regard ont-ils sur toi? Parce qu'il y a quelque chose. Il y a une osmose immédiate qui se fait, c'est tout, je deviens un jeune comme les autres, et donc en 3 jours de temps, je suis un pote parmi les autres, donc on oublie ça, je me retrouve dans les mêmes bistrots, à faire les mêmes beuveries, dans les mêmes petits appartements où on vit en colocation et où on va se retrouver à 15 à dormir parce qu'on a fait la fête. Voilà, et puis quand on se retrouve le lendemain à la cave et tout. Et donc je fais pareil, mais pas parce que j'ai vraiment envie de ça, mais parce que c'est devenu mes amis, tout bêtement. Et que leur création et ma création, leur création m'intéresse et ma création les intéresse. Il y a des expositions de groupe. Parce que, il y a des expositions de groupe alors qui se. Il y a des expositions de groupe, oui, voilà, exactement, c'est ça. C'est ça un petit peu, c'est cette osmose qui fait que vous allez éclore, vous montrer à l'extérieur, avec des jeunes, et toi tu... Et ça, je pense que c'est très porteur aussi. Oui, évidemment, c'est extrêmement porteur, et puis... voilà, c'est ce que... Moi, tous les artistes ont besoin de ça, simplement tous le font pas, mais il y a un moment où il faut arrêter de tourner en rond autour de soi-même, et où il faut aller respirer un peu d'air frais, et se rafraîchir la tête, et ouvrir son regard, quoi, voilà. C'est intéressant de rentrer en soi-même, de s'explorer complètement dans un domaine, riche, alors, mais il y a un moment où il faut s'arrêter, parce qu'après on tourne en rond, on ne fait plus que... C'est une époque très riche pour toi, ça. Ben, toute la vie entière, c'est ça, voilà, toute la vie entière est une époque très riche. Oui, mais quand on va se replonger, de se remettre en question, d'aller vers des jeunes... Mais oui, mais c'est quelque chose que je fais constamment, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est quelque chose que je fais constamment. Voilà. Alors, l'écriture, parce que je pense que tu vas abandonner à un moment donné, donc... l'art pictural, et tu vas te plonger sur... Donc entre les 40 et les 50 ans, j'ai écrit pour moi-même des grands livrets que je n'ai toujours pas réouverts, que je ne vais pas réouvrir parce que je pense que c'est très malhabile et pas très intéressant. Vraiment. J'ai fait peu de choses que je trouve pas intéressantes pour moi-même, mais... Ou alors ce sont de vraies confessions. Non, j'ai essayé des trucs, je ne savais pas comment m'y prendre avec la littérature, je n'avais pas compris que
que j'étais qu'un poète et que j'étais pas un écrivain. Ok. Voilà, je ne suis pas un écrivain. Voilà, c'est ça la vérité. Et j'ai pensé pouvoir y arriver. J'avais un ami d'un peu de presque mon âge que j'ai rencontré à l'académie justement. Qui lui était dans l'écriture, qui me poussait à écrire des nouvelles. Il participait à des concours de nouvelles, donc j'ai commencé par des nouvelles, j'ai fait quelques nouvelles. Je n'étais pas trop mécontent, mais enfin ça cassait pas grand-chose, que je veux dire. Alors j'ai essayé d'écrire pour moi. Je ne trouve pas le moyen d'écrire un livre, vraiment un roman, une histoire. Ça ne me correspond pas, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. Non, mais il y a des gens qui ont besoin d'un ouvrage, d'un livre, pour expliquer quelque chose. Oui, sans doute, sans Or, doute. Mais... je pense que tu vas, et on va y arriver dans quelques minutes, c'est justement cet esprit de synthèse que tu as qui va faire découvrir et qui va, je vais dire, amener ton écriture. C'est que tu ressens que tu n'as pas besoin de phrases et de phrases et de phrases pour exprimer quelque chose, sans doute, mais oui. que la concision apparaît en toi. Sans doute. Et c'est ça un petit peu que tu vas, je veux dire, quand tu relis peut-être tes ouvrages ou tes carnets, tu dis, mais tout compte fait, c'est pas encore ça que je veux raconter. Et non, c'était pas ça que je voulais raconter, voilà, exactement. C'est pas ça que tu voulais D'ailleurs, raconter. je me demandais comment trouver quelque chose à raconter. Voilà. En fait. Voilà, tu vois, c'est tout. Oui, bien sûr, il n'y avait rien à raconter encore. Et à un moment donné, comment ça se déclenche, ça Ben, Où tu te dis, mais mon Dieu, mais... Alors, tu vois, chaque fois que je me suis remis, parce que quand j'ai eu la maison là, gratuite, etc., j'ai quand même fait 10 ans sans peindre, du tout. Oui. Donc je sais que je reviens en arrière, mais c'est pour Non, expliquer non, ce qu'on bien. disait maintenant. Et donc quand j'ai voulu retourner à la peinture, je me suis réinscrit à l'académie et je ne savais plus dessiner, je ne savais plus rien faire, j'avais tout perdu. Comme toi tu disais avec la guitare tout à l'heure, par exemple, tu vois. Et j'ai été rechercher ce que je dessinais quand j'avais 14 ans, mes petits gribouillages, mes petits trucs idiots. Et j'ai recommencé par là. Et c'est là que j'ai découvert. Voilà, il faut retourner en enfance, il faut recommencer comme si on était un enfant à dessiner malhabilement. Et alors en très peu de temps, on dessine très habilement. Et on est reparti sur quelque chose de nouveau. Et donc voilà, c'est ça que je voulais te dire. Et donc c'est comme ça que je suis revenu à l'écriture finalement. Quand je suis vraiment revenu à l'écriture, j'ai été rechercher tous ces petits poèmes surréalistes et toutes ces choses que j'avais écrites dans mes 15, 16, 17 ans. Et je suis reparti de là Pour reconstruire quelque chose. pour réécrire. Même j'ai même été rechercher des rédactions que j'avais fait à l'école où le prof disait voilà, c'était ça, je savais que c'était bon, mais j'avais 0 sur 20 parce que j'avais 30 fautes, mais il était marqué « Quelle belle page d'anthologie ». Mais on retrouve ça seulement après, quoi. Tu vois? Et on y fait attention seulement... Non, quand le prof a mis « Quelle belle page d'anthologie », il y avait une révélation pour moi. Là. Oui, d'accord, mais on oublie ça. C'est quand tu replonges dans tes carnets que tu redécouvres... Oui, voilà, donc... Quand je me suis remis à écrire, eh bien, c'était tout simple. Donc, j'ai 63 ans ou 60 ans, je ne sais pas, enfin, mes 60 ans, je suis retourné encore une fois à l'académie, qui n'a pas changé, qui est toujours la même, tout est la même, tout le même. À ce moment, maintenant, elle vient de changer, mais à ce moment-là, tout est encore la même chose que quand j'avais 14 ans. Et les mêmes couloirs, les mêmes toilettes, tout la même chose. Et il y a des folders sur une table, il y a plein de folders tout le temps. Il y en a un qui met slam. Je vois slam. Tout nouveau pour moi. À ce moment-là, je connais que Abd el-Malik, encore malade, mais c'est pas du slam. Abd el-Malik, ça c'est du slam, voilà, je veux dire. Hein, donc, je suis quand même un peu rap, hip-hop et tout ça aussi. Hein, malgré mon âge, moi je vais avec mon époque et mon temps toujours. Hein, voilà. Et donc, je vois slam, et puis je vois concours de slam, Maison de la Francité. Citadelle, Bruxelles, Citadelle, quelque chose comme ça, le thème, voilà, il faut écrire sur Bruxelles. Et c'est là que je retourne dans mon écriture. Et je me dis, ah, là, j'ai l'occasion de faire comme si j'avais 15 ans. Je suis dans la même académie qui n'a pas changé, c'est les mêmes couloirs, c'est tout la même chose. Je suis exactement dans le même mood. Et si j'avais vu ce folder quand j'avais 15 ans, j'aurais tout de suite écrit un slam sur Bruxelles, Citadelle, etc. Et donc je me dis, je le fais maintenant. Et je le fais comme un jeu. Je ne le fais pas en pensant, je vais écrire, non, je vais ça, gagner, je vais... Mais si je me dis du slam,
Ah, ça c'est chouette, c'est ce que j'aime, le rap, le slam, oui, ben, je vais en écrire un, ouais, voilà, je vais faire comme si j'avais 15 ans. Je vais faire l'imbécile. Je vais faire comme si j'avais 15 ans. C'est tout. Je m'offre ce petit plaisir. Et paf, je suis deuxième prix de la Francité. Donc je suis obligé d'aller sur une scène. Je suis obligé d'aller sur une scène. Donc je suis obligé d'aller chercher mon prix d'abord au gouvernement bruxellois. Et puis je suis obligé d'aller sur une scène, une vraie scène, le théâtre de la vie, dire le texte. Et paf, je rentre dans le slam. Je suis immédiatement couvert d'amis. Dès la première soirée, dès la première scène. Tout le monde trouve ça génial ce que j'ai fait. Tout le monde me prend avec, on me dit viens et on va là et on fait du slam ici, on fait du slam là et hop. Et c'est parti, j'écris. Et tous les jours j'en écris. Tous les jours j'en écris un. Parce qu'on va sur la scène le lendemain, moi j'ai pas envie de redire la même chose. Puis le slam c'est presque instinctif, on peut presque. Il y en a qui en font à l'instant même, tu vois. Oui. J'ai vu des gens magnifiques, hein. On est tous ensemble dans des soirées, on a tous dit un slam, il y a un mec qui est là, il écrit rien, il dit rien, il regarde, et après quand c'est son tour, il vient faire un slam avec une phrase de chacun de ceux qui sont passés avant, et il fait toute une histoire, il n'a rien écrit. Tout est là dans sa tête, tout est construit. Tout son texte est construit, et il vient faire ce texte-là après. Donc tu vois, c'est quand même extraordinaire. Enfin, il y a des gens extraordinaires là-dedans, hein, tu vois, je veux dire, c'est ça. Voilà. Et donc voilà, à ce moment-là. Et puis je vois que je suis prolixe, quoi, tu vois, c'est ça. Et je retombe en écriture comme ça, tout bêtement. C'est un jeu. C'est un jeu, mais quel hasard. Il faut découvrir ce folder, il faut découvrir ce challenge, tomber dessus. Oui, mais en même temps, Ça tient, c'est hein. pas vraiment un hasard, c'est ça la magie de la vie, c'est que chaque fois que je suis lassé de quelque chose et que je me dis, mon Dieu, c'est la catastrophe, j'ai plus aucune passion qui m'intéresse, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, il n'y a plus rien qui me plaît, j'ai réalisé tous mes rêves, j'ai plus rien, envie de rien, paf, il y a un truc qui te tombe, et hop, c'est reparti, et tu rentres dans une passion nouvelle, consumante, tu vois, je veux dire, voilà. Extraordinaire. Je vais changer la pile et faire. Ouais, d'accord, comme ça. Ouais, ben écoute, on a brûlé un peu d'étapes entre 50 et 60, c'est un peu normal d'ailleurs. Donc, Parce qu'on en vient à l'écriture, on en vient donc maintenant. c'est-à-dire qu'entre 50 et 60, là, j'ai véritablement vécu de mon art pictural, peinture, dessin, tout ça, gravure, parce que j'ai ouvert un grand atelier à Oulart qui faisait 200 mètres carrés à l'intérieur et 200 mètres carrés à l'extérieur, que j'ai invité d'autres artistes à venir avec moi, qu'on faisait des expositions tous les week-ends, avec des vernissages, que les gens pouvaient venir et que j'ai jamais rien vendu. Et puis, j'ai commencé à ne plus supporter les gens, les Belges, puisque ils étaient devenus tellement associables. Donc voilà, quand les gens font semblant de ne pas te voir et que tu es tout seul dans la forêt, qu'ils vont te croiser, et qu'ils regardent à droite ou en l'air ou à gauche, et qui font comme si tu n'existais pas, ça devient insupportable. Et donc je commence à aller en Hollande tous les 15 jours, 2-3 jours, où dès que tu arrives, tout le monde te dit bonjour en passant, on n'a pas besoin de se connaître, on n'a pas besoin de se fréquenter, on n'est pas familier, on est seulement bien éduqué comme on l'était nous-mêmes. Donc ça ressemble à mon enfance à Bruxelles. Et là, je me ressens en reconnexion avec l'humain, hein, tu vois. Et il y a un café qui s'appelle le Café Soif, où le mec ne passe que du Brel, du Brassens, du Barbara, tout ça, et où on expose, et de fil en aiguille, j'expose chez lui, et puis je finis par habiter là-bas, déménager tout mon atelier où j'ai jamais rien vendu. Je pars avec une énorme tapissière pleine de tableaux, et tout est vendu en 6 mois chez le Hollandais. Toutes mes gravures sont vendues, tous mes tableaux que j'ai peints sont vendus, tout ce que j'ai fait pendant 5 ans ou 6 ans là dans l'atelier est liquidé en moins d'1 an. Et je repeins là-bas, vraiment beaucoup. Et je refais des expositions, les galeries viennent me chercher, j'expose à Middelburg 2 fois dans des galeries prestigieuses. Middelburg, c'est la capitale de la Zélande. Puis la bibliothèque de la capitale de la Zélande
de Middelburg me demande pour faire une exposition Toujours sous ton nom, les de œuvres. mes marines. Oui. C'est toujours Cromlin. Là, c'est Cromlinck, hein, ouais. De mes marines, alors que personne, c'est une énorme salle d'exposition, mais personne d'étranger, personne qui n'est pas zélandais, Zeus, comme ils disent, ne peut exposer chez eux. Je suis le seul et unique étranger qui ait pu exposer là et qu'on est venu demander, j'ai rien demandé, tu vois, voilà. Et donc là, j'ai exposé, ça a été bon. Donc, mon baroud d'honneur avant de quitter la Hollande. Donc, et là, mon exposition s'appelait Onze Zeus Zee. Onze Zeus Zee, comme ils disent. Hein. C'est donc notre mer zélandaise. Onze Zeus Zee. Donc c'était le jeu sur le cheche, tu vois, et ça leur a plu à bord, tu vois, ça leur a vraiment plu. Ils ont trouvé que j'étais un vrai Zélandais, hein, tu vois, que faire ce jeu de mots, ce jeu de sons, et qu'en même temps, c'était vraiment notre mer de Zélande qui était peinte là, comme un paradis, parce que de ce côté-là, de l'Escaut, c'est très curieux quand même. Tu vois en face, tu vois Knokke-le-Zout, hein, tu vois, par temps clair, tu vois Knokke, hein, je veux dire. Et quand tu es sur la côte belge, la mer elle est grise et vert sombre, et voilà. Et quand tu es là-bas, on dirait, c'est des couleurs des îles, hein, c'est des roses fuchsia, c'est des oranges, c'est des jaunes pâles, c'est incroyable comme la lumière change d'une rive à l'autre, voilà. Et donc là j'ai peint de nouveau beaucoup, et puis voilà, donc là j'ai un peu vécu de ma peinture, voilà. Et tu as gardé des copains hollandais encore même? Ah oui, oui, là j'ai des copains hollandais encore, qui viennent me voir et que je vais voir, bien sûr. Ah, d'accord. Oui, les Hollandais sont des amis, voilà, c'est de la vraie amitié. Alors, pourquoi tu reviens? Bah, je reviens parce que ça m'est presque impossible de vivre là-bas tellement ça me coûte cher, parce que normalement si je veux une résidence là-bas, elle doit être ma résidence principale pour que ça ne me coûte pas cher, et si elle est seconde résidence, ça me coûte extrêmement cher et ça me coûte de trop, j'ai pas les moyens, quoi, voilà. Et donc finalement, je vends ma grande maison, j'en achète une petite, et même la petite finalement, je ne sais pas la tenir non plus, parce que voilà, les Hollandais ont une autre politique de travail. Par exemple, tu vois, en Hollande, si tu as un bien, ben, tu n'as pas le droit au chômage. Tu dois d'abord vendre ton bien et vivre de ce que tu as avant d'avoir le droit au chômage. Mais si tu as un gosse, il n'ira pas au chômage en sortant des études. Il aura déjà fait 2 ans de stage dans une entreprise quelconque pour laquelle il étudie, et puis eux, ils sont encore obligés de l'employer au moins 2 ans. Donc ça fait 4 ans qu'il aura de travail dans l'entreprise qu'il a choisie. Donc le gars, quand il part, il va partir dans la vie avec 4 ans d'expérience, et en même temps en ayant eu les dernières updates de la branche, puisqu'il est encore à l'école. Donc c'est un risque pour l'employeur de prendre quelqu'un en stage. Parce que non, l'employeur il est obligé d'en prendre des étudiants qui sont dans leurs 2 dernières années, et il travaille 2 ans chez lui. Ces 2 ans-là sont considérés comme des études, donc lui ça lui coûte pas grand-chose, en tout cas l'entreprise. Il n'y a jamais un Belge qui a inventé de copier ça. Eh ben, qu'est-ce que tu veux, on ne copie rien des Hollandais, hein, tu vois, l'herbe non plus n'est pas en vente libre. Non mais bon, on copie rien des Hollandais, voilà, c'est ça, quoi, tu vois. Mais, je sais pas, tu vois, en Hollande, personne n'est vraiment royaliste, et tout le monde s'en fout, mais le jour de l'anniversaire de la reine, tout le monde est dans les rues, et c'est la joie profonde, mais les policiers, ils font la danse du canard dans les cafés avec tout le monde, hein. Ce jour-là, ils ne travaillent pas non plus. Hein. C'est un roi maintenant. Ah oui, maintenant c'est un roi. Mais enfin, voilà. Oui, d'accord, mais c'est vrai. Je veux dire, là, personne ne travaille, même pas les forces de l'ordre, tu vois, les bandits non plus ne vont pas travailler. Et tout le monde fait la fête, on ne va pas aller casser une banque ce jour-là. C'est une autre mentalité. Alors, tu reviens en Belgique? Ben oui, enfin, je ne suis pas vraiment parti. Hein. J'ai toujours ma maison en Belgique, j'ai rien lâché. Et je suis toujours entre les deux. Et voilà. Et simplement, j'ai besoin d'aller là-bas pour respirer un peu. Et puis je reviens en Belgique. Et puis c'est devenu tellement bourgeois que finalement, c'est pas grave, parce qu'on les rencontre même plus dans la forêt, quoi. Tu vois, donc c'est pas grave. D'accord, très bien. Donc on se réconcilie avec les oiseaux, les écureuils, et voilà. Donc c'est un autre chant qui te regagne à nouveau, quoi. Ouais, voilà. C'est la muse qui vient te chatouiller à nouveau, ça.
Ben oui, voilà, c'est là que je repars à la cave, c'est là que Tu tout retrouves repart. un petit peu les poules, les canards d'une autre époque, mais tu retrouves ça dans un autre contexte. Oui, ben j'habite Oulart, c'est les forêts, Voilà. j'ai un chien, je vais 3 fois par jour, au moins 1 heure en forêt, plus encore au moins 1 heure la nuit, et bien souvent je double tout ça. Mhm. Et je suis assoiffé de nature. Je fais des expositions sauvages dans la forêt, des installations. Alors je fais des promenades et puis j'installe des trucs tout le long de ma promenade avec ce que je trouve, des cailloux, des pierres, des écorces, des bois coupés. Les, 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 les bûcherons, toutes les fourches, ils les laissent. Hein, ils débitent les bois et puis ils laissent les fourches. Mais les fourches, c'est des hommes et des femmes. Quand tu les mets à l'endroit, enfin quand tu les mets à l'envers, je veux dire, Tu les plantes. quand la fourche devient les jambes et qu'il y a un tronc, il y a presque souvent et presque toujours, en tout cas il y a un sexe de femme certain, vraiment dans Dans la l'embranchement. fourche. Et si c'est pas un sexe de femme, souvent il y a un morceau de branche qui fait un sexe d'homme. Et tout d'un coup, tu as des familles entières. Hein, tu as des petits garçons, des petites filles, des papas, des mamans, des grands-parents. Enfin, tu les mets debout et puis tout d'un coup, tu as un peuple là devant toi, tu vois. Donc tout ça, je vois. Hein. Enfin, il faut être un peu voyant, évidemment. Hein, mais les artistes sont des voyants. Voilà, c'est ça, il faut savoir voir. C'est le premier truc à apprendre, c'est savoir voir. Le sexe des branches. Ouais. Mais tu vois, par exemple, dans le mur là-bas, il y a un truc qui a été arrangé, là, Ouais, ouais. mais ce truc, il fait un cœur. Oui. Donc moi, ton mur, là, il y a un cœur dedans, tu vois, je le vois dès l'instant où j'étais devant, je l'ai vu, j'ai pas vu une imperfection, j'ai pas vu quelque chose qui a été arrangé, j'ai tout de suite vu un cœur, alors qu'il n'y a aucune décoration. Enfin, je veux Non, dire, non. c'est tout uni, tu vois. Par après, quand je le vois, je dis, tu aurais quand même pu faire attention et suivre les lignes, quoi. Non, il y a eu. Oui. Oui, oui, mais bon, c'est pas grave. Ouais, voilà, je veux dire, c'est savoir, tu vois, et voilà. Mais j'aurais pu le faire pour que tu ne le vois pas, mais tu l'as vu, quoi. Oui, tu aurais pu le faire pour que je le vois pas, c'est sûr. Mais seulement, il a pris une forme de cœur sans le faire exprès. C'est ça que je veux dire. Et puis tout d'un coup, c'est trop évident. Pour moi, la lune, c'est aussi un visage, quoi. Tu vois, je vois chaque fois un visage qui fait. Il y a un étonnement. Hein. Oui, mais c'est comme la chevelure des nuages de l'autre soir, quand j'ai filmé pour faire le petit clip, là. On voit des trucs incroyables. Mais Je oui, viens de voilà. republier en entier ici ce matin. Oui, voilà. Alors, voilà, c'est ça. On peut voir. Voilà. On C'est voit ça. savoir. Voilà, c'est ça. C'est tout. Le voyant, c'est ça, en fait. Hein. C'est celui qui voit. Celui qui voit. Et tu emmagasines des petits papiers. Je vais dire des petits papiers parce que on arrive à un certain ouvrage qui va sortir. Il y en a eu d'autres avant qui précèdent. Mais je présume que tu as des illuminations, entre guillemets, que tu commences à mettre sur papier, que tu commences à écrire. Ben, j'ai un peu trié dans tout ce que j'écris Oui. depuis que j'écris vraiment, donc Mhm. depuis 2011, et donc j'ai Nous sommes en 2011. j'ai plusieurs, j'ai plusieurs Carnet. manuscrits qui sont prêts. J'en ai un sur rien que sur les migrants. J'en ai un qui c'est que des aphorismes. J'en ai un qui est sur les gens que je trouve être blues, mais pour moi, il n'y a pas que les Noirs américains et les bluesmen qui sont blues. Je veux dire, pour moi, Ferré est un bluesman, Boris Vian est un bluesman, Om Kalsum est une bluesman, une blueswoman, voilà. Et donc j'ai un manuscrit là-dessus aussi. Enfin, j'ai plusieurs manuscrits. Parce que j'ai trié les textes, je me suis dit, bon, ben, là, ça parle que de ça, je vais les mettre ensemble, quoi, voilà, c'est tout. Il y a eu autre chose que ceci? Il n'y a rien eu d'autre que ça. Il y a eu un truc que je t'ai donné aussi qui était MVG, là, mauvaise graine, avec les traductions en anglais hein, que tu as vues. Oui. Et voilà, c'est tout. Et le reste, c'est dans des revues, beaucoup dans des revues, voilà. Bon, on ne va pas parler de Bon Voyage, parce que Bon Voyage, ça a déjà fait l'objet d'une autre présentation à l'AEB. Ouais, Nous allons donc parler du Le Prophète du Néant, qui est la Ouais. raison pour laquelle nous nous retrouvons ici cet après-midi. Mais ce qui m'a surtout surpris, c'est moi je regarde toujours en tout premier lieu, c'est cette table des matières.
Oui, c'est quelque chose que j'ai arraché à l'éditeur. Ça. Parce que moi, je viens encore de présenter, tu as vu Patrick Rougir, quand tu Oui. dis Patrick Rougir, ça te présente directement, il y a une ossature qui est là-bas, c'est extraordinaire, et quand on ouvre un livre, ici, c'est toujours, est-ce qu'il y a une table de matière? Mais oui, bien sûr. Parce que, encore une fois, là, c'est l'essence même, c'est l'arête, c'est la colonne vertébrale du récit. C'est cela, et c'est aussi la façon de retrouver des choses qui t'ont impressionné à la lecture et que tu vas retrouver parce que le titre y est quelque part. Voilà. Alors, quand on voit ici, il y a quand même 13 chapitres. Ouais. Alors, explique-moi pourquoi 13 chapitres et pourquoi ce n'est pas 6 chapitres. Pourquoi 13? Ben, écoute, là, le nombre n'est pas choisi. Voilà, je n'ai pas décidé de faire 10 ou 13 ou 12 chapitres. Il y avait 12 chapitres d'office parce que, simplement, les textes, quand j'ai regardé les textes que j'allais mettre dans ce livre, ils faisaient des petits groupes. Voilà. Qui parlaient de certaines choses. Donc ces choses devenaient un chapitre d'office. Voilà. Et donc, voilà, j'ai trouvé ce qui correspondait comme titre parfait pour ces séries de textes, et c'est devenu un chapitre. Donc il y a eu chapitre 1, chapitre 2, et puis tout d'un coup, il y avait 12 chapitres. Quand tout était fait, je suis encore une fois parti à Nice, où j'ai écrit Éternelle allée, qui est un seul grand texte de plusieurs petits textes, et que je me suis dit, il manque quelque chose à ce livre, il manque la boucle finale qui fait la connexion avec véritablement aujourd'hui et l'Occident vraiment, parce que finalement, je ne suis que avec les Arabes et le Maghreb, tout le livre, et c'est pas mon intention c'est d'être entremêlé avec eux, et donc j'ai trouvé que, voilà, je me suis dit le 13e, ce sera ça le 13e chapitre, c'est Éternelle allée, qui n'est qu'un texte en fait, qui est divisé en petits textes, et donc ça, du coup il y a eu un 13e chapitre. Mais Voilà, tu viens de parler des Arabes et du Maghreb, qu'on n'a pas encore abordé dans notre conversation. Non, on a parlé de l'art, on a parlé de la Belgique, sûr, on a parlé de la Hollande. Quand découvres-tu ce monde? Eh bien, donc voilà, alors donc le pied à l'étrier, c'est la Maison de la Francité qui me donne son deuxième prix, qui me fait faire du slam. Du fait que je fais du slam et que j'en enregistre, avec des samples musicaux que je fais moi-même, que tu connais, que je t'ai déjà montré, je les diffuse sur le Facebook. Il y a un gars qui fait un grand festival à la Colle-sur-Loup, qui les entend, qui les écoute, qui les entend, qui les voit, et qui m'envoie un truc où il est hyper enthousiasmé, et il m'invite à son festival de poésie à la Colle-sur-Loup pendant 4 jours. Et là commence vraiment ma vie de poète et d'écrivain. Et donc je vais là-bas, moi je ne sais absolument pas ce que c'est qu'un festival de poésie, évidemment. Et puis je dois dire que c'est assez rentre-dedans ce que lui fait, c'est assez extraordinaire, il y a de tout, et puis il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup de choses différentes qui se passent, et puis tu rencontres des gens absolument extraordinaires, et des grands noms. Et je me fais tous mes amis niçois. En ce moment, je participe à un festival de poésie, où tout d'un coup d'autres poètes me découvrent, et donc où de fil en aiguille on me dit oh, tu devrais aller ici, tu devrais aller là, etc. Bon, moi je continue à produire mes textes sur le Facebook, évidemment tout le monde sait que j'ai fait le festival, et il y a un gars, j'ai une amie parisienne qui est une grande poète, qui s'appelle Jamila Habitar. Je vais beaucoup à Paris à ce moment-là, j'ai des amis à Paris, et donc je commence à lire des textes à Paris, je participe à des lectures, etc. Et Jamila et moi, on devient très amis, et donc c'est une Marocaine, mais qui n'est pas née là-bas, elle est née en France. Donc elle participe à un très très grand festival de poésie à Safi, qui est un des plus grands festivals du Maroc. En tant que poésie, ça dure quand même près de 8 jours, et on fait quand même plus de 1200 km en déplacement avec ce festival, et elle me fait inviter là-bas. Et là, je suis avec Christian Dedon, Nadine Lefébure, qui est donc cette fille qui a créé la revue La main à plume, pendant la guerre, avec tous les surréalistes. Donc elle a 16 ans, 17 ans à ce moment-là.
c'est un très grand poète aussi, donc je suis avec des gens extraordinaires, et je participe là, pour la première fois, à un festival au Maroc. C'est la première fois que je vais au Maroc aussi, j'ai encore jamais été au Maghreb en attendant, voilà. Mais mon amie parisienne, elle a un petit ami marocain, et elle me dit que je peux aller chez lui, passer un peu de temps en plus de ces jours du festival. Et donc, j'arrive 8 jours avant elle, à Massa, chez son petit ami. Chez son petit ami, ça veut dire chez les parents de son petit ami, chez ses frères, chez ses belles-sœurs. Le mec, il a 45 ans, et il y a 3 frères, là, entre 40 et 50 ans. Il y a les parents, il y a tous les enfants et les femmes. Et tout ça habite la même maison, avec chaque fois on construit sur le toit, et un étage, et tout le monde a son endroit, mais enfin voilà, on est véritablement chez des vrais Amaziques, et j'arrive une dizaine de jours avant elle, je connais personne, et immédiatement, je suis Une pris famille là-dedans, et je deviens le 4e fils. Voilà. Et donc, et là, c'est un petit village, vraiment un petit village. Des gens ont des ânes pour transporter le trèfle, le foin, les betteraves, tout ce qu'ils font. Il y a une voiture de temps en temps. Ça sent véritablement la campagne, un peu l'odeur du fumier, mais cette bonne odeur qui a un goût de miel aussi, je veux dire, une très bonne odeur là. Je me retrouve comme chez mes grands-parents, avec des gens qui sont comme du temps de mes grands-parents, des braves personnes. Et que donc là, on s'en fout que les gens soient croyants ou pas croyants, qu'ils soient pratiquants ou extrêmement pratiquants ou pas. C'est des vrais gens, c'est tout. C'est comme quand, du temps de mes grands-parents, voilà, on ne s'occupe pas de ces questions-là. Le papa, lui, quand c'est l'heure de la prière, il met sa carpette par terre et il fait sa prière. On est tous là, il n'y a pas de gêne ni pour lui ni pour nous. Et il n'y a pas de raison non plus. C'est la vraie vie, c'est normal, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et puis, il y en a qui prient, il y en a qui ne prient pas, il y en a qui vont à la mosquée, il y en a qui ne vont pas, tout ça dans la même famille. L'ami de ma copine, je ne le vois jamais aller dans une mosquée, il ne fait rien le vendredi, enfin, je veux dire, il ne se passe rien. C'est un monde que tu découvres. Donc, oui, tout ça dans une même maison, et en même temps, c'est quand même tout à fait la campagne, il y a énormément de champs, il y a l'Oued, il y a la montagne, il y a la mer, il y a les grottes des troglodytes sur les falaises le long de la mer, avec des gens qui y habitent. On est quand même dans un endroit qui est encore très reculé dans le passé. Le truc des ânes et de la voiture, ce qui est changé maintenant, mais enfin quand j'y suis c'est ça, c'est que tout d'un coup, toute la vie va au rythme du pas de l'âne. C'est tout. Voilà. C'est une révélation pour toi. C'est ça le rythme de la vie dans ce village. C'est là que tu découvres ça. C'est là que je découvre ça. Et ça ressemble à ce que c'était chez mes grands-parents. Mon grand-père qui était jardinier et tout ça, il y avait un rythme de vie beaucoup plus lent. Tu vois. Et donc cette quiétude, cette non-inquiétude et ce respect mutuel de tout le monde, où ça fait rien ce que les gens, quel est le bord politique ou religieux des gens, ça ne fait rien. Moi, je peux annoncer à toute la famille que je suis un croyant. Ça ne fait rien. On ne va pas essayer de me rendre croyant. Tout est dans l'exemple et là. Voilà, si tu as un vrai croyant devant toi... Dans la cohabitation qu'il y a au sein de cette famille. Voilà, et donc j'avais déjà connu ça, quand il y a un vrai croyant devant toi, il t'apprend ce qu'il ressent par l'exemple, par ce qu'il fait, par son attitude, par son action. C'est tout, il n'y a pas d'embrigadement, il n'y a rien du tout. Moi je ne suis pas devenu musulman et je ne suis pas devenu croyant, simplement je suis devenu beaucoup plus tolérant. De voir combien eux ils étaient tolérants, parce que
jusque-là, on me racontait des histoires, tu vois, je veux dire, le mécréant, l'incroyant, c'est haram, c'est donc impur, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il faut quand même les décapiter, etc. Enfin, je veux dire, on fait tout un foin autour de tout ça. Moi, j'ai vu là des musulmans qui ont des chiens, malgré qu'il y a des chiens errants partout, il y en a qui ont des chiens chez eux, alors que ceux qui sont chez nous, ils te disent que le chien, c'est comme le cochon, c'est impur. Et donc, tu vois, on se fait des idées fausses, quoi, c'est ça que je veux dire. Et donc, je me suis retrouvé avec des gens qui pratiquaient la religion musulmane, comme je m'étais retrouvé dans ma jeunesse avec des gens qui pratiquaient la religion chrétienne. Parce que quand j'étais jeune, quand même, les catholiques tenaient le haut du pavé. Je veux dire, mon père qui était divorcé, il devait effacer ça de sa carte d'identité pour trouver du travail, parce que religieusement, c'était pas bien d'être divorcé. Donc, tu vois, je veux dire, c'était comme ça quand même en Belgique. Voilà, une femme ne sortait pas en rue découverte, en cheveux. Je veux dire, tout ça, ça vient de ça. Hein, je veux dire, ça vient pas vraiment d'être bien éduqué, etc. C'était contraire à la religion en réalité. Hein, donc j'ai connu tout ça aussi. Et donc, je me retrouvais en terrain de connaissance, quoi, exactement comme quand j'étais à New York, que je me disais, oh, j'ai l'impression que c'est Bruxelles à la puissance 1000, mais c'est Bruxelles, je suis chez moi. Et donc là aussi, tout d'un coup, j'étais en pays de connaissance, j'étais avec des vrais gens, voilà, c'est ça. Et ça, c'était vraiment très chouette. Donc ça te marque. Là, ça me marque énormément, et donc je les écoute, du coup. Voilà. Du coup, je les écoute, je les accompagne, j'essaye de voir, j'essaye de savoir. Et puis je leur laisse me raconter, et puis ils m'emmènent, le copain là, il m'emmène, il me dit, tu vois, c'est l'Ouest, c'est là où quand on était petit, on venait pêcher, on faisait ci, on faisait ça, et regarde les gamins là, c'est comme nous et tout, et puis je me retrouve comme quand j'allais dans les marais autour d'Ornu avec tous mes copains à pieds nus, et dans la boue, voilà. Et donc je me retrouve dans l'humanité, tout d'un coup, voilà, c'est ça. Et puis donc voilà, à sa fille aussi, déjà à mon premier festival, j'étais avec Christian Dedon, un comédien parisien, assez grandiloquent, qui a toujours des gestes magnifiques et qui est assez merveilleux, je dois dire. Et alors il vient des mendiants, et alors à chaque fois il sort de beaucoup d'argent, lui. Enfin, beaucoup d'argent pour eux, pour nous c'est pas beaucoup, puisque 10 dirhams c'est 1 euro, hein, seulement, je veux dire, voilà. Mais on mange 3 fois par jour avec 25 dirhams quand on est pauvre quand même là-bas, hein, donc 2,50 € quand même, hein, voilà, je veux dire. Donc lui, quand il donne 5 euros, ou 10 euros, ou 15 euros, pour eux, donc c'est tout un art de vie, c'est beaucoup que tu d'argent. découvres. Oui, mais alors voilà, le gars, donc là je vois ça, c'est la première chose qui m'a frappé, c'est le gars, il donne à une jeune mendiante, une jeune femme mendiante, mais qui a vraiment l'air malheureuse, voilà. Et puis la mendicité, c'est quelque chose qui fait partie de la religion, je veux dire, il n'y a pas de honte à être mendiant, hein, et il y a de la honte à ne pas donner aux mendiants par contre, hein, voilà. Et donc il donne 10 euros ou 15 euros en dirham à cette fille. Et pour elle, c'est une merveille, elle est là, elle a des yeux, ouais, déjà ça c'est un tableau, on pourrait faire une photo et faire un article, tu vois. Et elle se retourne et il y a un tout vieux mendiant qui vient derrière elle sur une canne, comme ça, un vrai vieillard, très 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 vieux. Elle court sur lui, elle lui donne tout ce qu'elle vient de recevoir. Donc la mendiante donne à un autre mendiant, et je vois ça, et alors ça m'ouvre les yeux. Voilà. Là je découvre quand même tout un autre monde qu'on ne m'a jamais montré dans les films, qu'on ne m'a jamais montré, qu'on ne m'a jamais écrit, qu'on ne m'a jamais dit, ni tous ceux qui y ont été, ni Albert Camus, tous ceux qui ont écrit sur le Maghreb, m'ont jamais dit des choses aussi prenantes que ça, quoi, tu vois, je veux dire, voilà, enfin, je ne dénigre pas, c'est magnifique, ils m'ont ouvert beaucoup de voies, mais je découvre d'autres choses, voilà, c'est ça, je veux dire, je découvre des choses qui sont plus près de l'homme et plus près de la vérité. Ça va te changer, ça? Ben, ça change beaucoup, parce que moi j'ai énormément d'amis marocains ici à Bruxelles, et j'avais des amis algériens avant quand j'étais plus jeune, parce qu'on avait pas mal d'Algériens quand j'étais plus jeune, et maintenant il n'y en a plus, et on n'a plus que des Marocains, mais donc j'ai eu les Algériens et les Marocains. J'en ai toujours beaucoup d'amis de chez eux, parce que j'ai toujours été voilà, intéressé par les autres, pas s'ils sont marocains, ou qu'ils sont arabes, ou quoi que ce soit. D'abord ils ne sont pas arabes, mais enfin bon, je veux dire, n'importe quel étranger, moi ça m'a toujours intéressé de rencontrer des gens qui viennent
d'ailleurs, d'autres cultures, d'autres mœurs et d'autres climats. Et donc, chez nous, c'est ceux-là qui a le plus. Donc, voilà, j'en ai toujours eu beaucoup. Et puis, ils ont eu beau tout me raconter, tout me dire et être magnifique et tout. Je n'ai jamais imaginé ce que j'ai vraiment vu là-bas en les connaissant ici, eux. Hein, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, j'ai quand même vraiment découvert. Voilà. J'ai pensé aller dans leur pays et les retrouver. Et puis, pas du tout. Ça a été beaucoup plus profond que ça. Voilà. On va revenir à la construction de ton ouvrage ici. Ouais. Bien qu'il y en a qui t'accrochent plus que d'autres. Oui, mais n'est-ce pas le fruit du hasard? Alors, je vais un peu Si, t'expliquer. peut-être, mais- Je vais t'expliquer un petit peu ma façon de réagir. Il ne faut pas croire qu'il y en a un ou l'autre qui m'accroche plus par rapport à un autre. Parce que, encore une fois, la lecture que j'ai faite jusqu'à présent de ton ouvrage, c'est toujours Par hasard. Comme ça. Par hasard, oui, je comprends. Je comprends. Alors, Mais- faire une analyse ou une critique, je vais dire, des différents textes, désolé, je n'ai pas procédé de cette façon-là, parce qu'encore une fois, Non, et c'est tu je le me vois, doute. c'est un livre de chevet. Mais je me doute. Il y a un livre de chevet Absolument. il n'y a pas de C'est un signet. livre de chevet. Mais voilà, ça, c'est ça la vérité. C'est un livre de chevet. Comme c'est un livre de chevet, c'est aussi un livre d'intimité. Et donc, c'est aussi un livre qui est d'une intimité avec toi-même, pas avec les autres. Donc, la lecture, c'est tout autre chose. Et donc, moi, par exemple, qui a l'habitude de toujours ouvrir au hasard les bouquins et de faire les lectures comme ça, de tous mes collègues et tout ça, à chaque fois que je dois lire quelqu'un d'autre, moi, j'ouvre au hasard parce que je veux être surpris moi-même et rentrer dedans, et à chaque fois c'est très bien. Et même le bon voyage, je peux l'ouvrir au hasard et c'est toujours bien, mais le prophète du néant, souvent j'ouvre au hasard et je me dis, non, je ne peux pas lire ça maintenant. Ah ça, je conçois ça, oui, d'accord. Mais c'est pas pour ça qu'on le rejette. Non, c'est pas pour ça que je rejette, mais j'arrive pas. Voilà. Alors là, voilà, oui, voilà, ça c'est un que je peux lire. C'est Marrakech, je ne reviendrai pas, Jamal El-Fna. Je sais que je vais finir en disant que. Et tu peux nous le lire. Ah oui, je peux vous le lire, je peux vous le lire, je peux vous le lire. C'est à quelle page? C'est 164 et 165. Oui. Je ne reviendrai pas, Jamal El-Fna, pour ton sabbat médiatique, ni pour le roulement de tes tam-tams. Je ne serai pas là, Jamal El-Fna, pour l'exotique chamarré, la permanente cour des miracles, pas pour les mendiants et colporteurs, danseurs, musiciens et vendeurs, les marabouts, jeteurs de sorts et de promesses, pas pour la fumée qui virevolte envoûtante, les spectres debout des suppliciés ni les parfums des épices entremêlées, les fragrances capiteuses pour la danse orientale et ceux des corps fleuris qui s'y bousculent, qui scintillent comme le reflet du ciel étoilé d'Orient, je n'y serai pas pour le singe non savant, pour le serpent ensorcelant, ni pour les joyaux de pacotille, je viendrai, Jamal El-Fna, pour ton immense agora et pour voir l'ombre de la Koutoubia s'y allonger tout entière. Mais tu viens nous embarquer dans un voyage extraordinaire. Ben, c'est parce que tu vois, alors, Jamal El-Fna, la plage Jamal El-Fna, où tout le monde va quand il va à Marrakech, qui est donc la foire permanente. Là, tu as les soufis qui jouent du tambourin et de leur trompette avec des vrais cobras. Hein, voilà, ils viennent te les mettre sur les bras, ils viennent t'enrouler les mains dedans. Ils ont des singes sur les épaules, il y a les vendeurs de toutes sortes, mais c'est une foire permanente de toutes sortes de choses, plus folles les unes que les autres. Bon, c'est assez extraordinaire et envoûtant. C'est quelque chose que même dans les films, ils ne l'ont pas fait, on ne comprend pas pourquoi, parce que enfin, c'est purement cinématographique comme truc. Quoi. Tu vois, c'est Fellini à la millième puissance. Mais le soir, quand tout ça est fini, il y a un moment où c'est vide, tu vois. Et alors, c'est un immense agora, tout à fait vide. Et au bout, tu as des arbres un peu à droite et à gauche. Et tu as la Koutoubia, qui est une énorme, longue colonne, donc un minaret, là. Et alors, quand le soleil se lève, puisque le Maghreb, c'est le soleil du couchant, hein, tu vois. Et quand le soleil se lève, il y a l'ombre de la Koutoubia qui s'allonge, qui recouvre, qui se couche entièrement sur toute la plage Jamal El-Fna, qui est tellement animée, en dehors
de ça toute la journée, tu vois. Je vois comment un texte peut devenir un voyage. Ben oui, mais voilà. Ah, je te piège, parce qu'en gros, c'est une démonstration un petit peu de ce qu'un lecteur peut ressentir par rapport à ce que tu as écrit. Alors, c'est ça que choisir n'est pas évident. Non. C'est plonger la main dans un grand pot, dans une grande jarre et ressortir un petit billet tout à fait au hasard. C'est vrai que sans doute on peut tout lire dedans. Hein. Oui, bien sûr, je comprends. Mais... Tu comprends pourquoi l'un par rapport à l'autre. Moi, je pense que le jeu à jouer, encore une fois, dans ce genre d'ouvrage, c'est toujours le hasard. Se laisser surprendre par le hasard. C'est ce que j'ai toujours aimé de toute ma vie, et surtout en littérature, là, c'est le hasard. D'ailleurs, presque toute ma vie, puisque je suis gaucher, j'ai commencé mes livres à l'envers, même mes bandes dessinées. Regarde, au hasard ici, je suis le sang qui engraisse les sillons, les larmes qui abreuvent la terre, le chant des esclaves. Tu n'as pas à choisir ça, ça te tombe sous les yeux. Tu comprends? C'est quelle page ça 116. 116. Tu vas me dire, il n'y a pas de page 116. Oui, d'accord. Si, oui, je comprends. Oui, c'est cool. Oui, évidemment, même ça, oui, bien sûr. Amoureux du néant, lorsque vivant, il recherche l'invisible. Tu vois, c'est assez marrant. On doit préparer une demi-heure d'intervention et ça fait 2h30 que nous sommes en train de blablater. Oui, je le sais. Et avec lui, alors ça va être l'énorme surprise, l'intervention, tu vois. Il va encore... je vais arriver et je vais me dire, mais quoi? C'est pas du tout ce qu'il avait dit. J'adore. Mais tu comprends? Oui, je comprends. On doit jouer avec cet ouvrage-là dans le non-formatage. Je suis absolument d'accord avec toi, mais j'étais prêt à tout, donc j'ai quand même pris des marque-pages. Tu as très bien fait. Parce que quand même, quand on s'appelle T'en as marque-page... 100 kilos devant toi. Ben oui, justement, je me suis dit, je vais quand même pas aller chez marque-page, sans marque-page, de quoi j'aurais l'air, et puis j'en prends 3 couleurs du coup. Moi, je trouve, si on fait un tout petit résumé, encore une fois... Oui, mais enfin, s'il y en avait un qui touche ton cœur particulièrement, je peux voilà, hein, tu vois. Sur la mousse des bois, un oiseau s'est posé sur mon col immobile. Je suis sorti du songe et mes cils ont battu comme une aile. Il m'a regardé l'œil et ne s'est pas enfui. Sous mon corps, la mousse s'est réchauffée, de petits scarabées d'or escaladent mes membres, et je reste béat, intime de la forêt, à ma place plantée, la tête sans penser. T'as pas besoin de choisir ça. Encore une fois, un deuxième. Tu vois, ce qu'il y a bien quand un autre lit tes textes, c'est que ça devient aussi les textes d'un autre et que tu peux t'émerveiller sur l'écriture sans vergogne. Tu vois, oui. C'est ça que je veux dire, sans vergogne. Ça, c'est drôle. Parce que là, tu viens de m'émerveiller et je suis en train de me dire, mais moi, j'ai pas écrit ça. Non, parce que tu le liras, toi, avec un autre rythme. Oui, sans doute. Avec une autre image. Mais je dois dire que depuis ce livre-ci, je sais de moins en moins bien lire. Tous les autres aussi, quoi, je veux dire. Oui. Tu vois, je veux dire, avant, j'étais un vrai lecteur. On m'appelait la voix, hein, tu vois, oui. déjà. On disait, oui, mais avec ton organe, toi, et tout oui. ça, pas besoin de micro et tout ça. Oui. Et puis maintenant, ce livre, il m'a rendu plus intimiste, et donc je fais moins de voix, et puis du coup, je ne sais plus vraiment lire. Non, mais je pense que tu serais peut-être trop porté par une exaltation, que, au contraire, oui, il faut le texte demande à être ralenti. Oui, à être ralenti, oui, voilà. Parmi les prophètes, je suis l'aune qui paye le passage. La pièce d'or sous les yeux de défunt, dans sa bouche serrée en sa main, devenue pierre. Je suis l'habit qui te vêt, le voile qui te cache, le pas qui te pousse en avant. Je suis le sabre qui vengera Sabra, le châtiment qui lavera Shatila, le sacrifice des égorgés, Halal de Jema Elfna. Oui, parce que Jamal Elfna, c'est la place Jamal Elfna, c'est la place des suppliciés, en réalité. C'est ça la traduction, je veux dire, tu vois. Il faudra que je coupe l'histoire du lièvre. Je vais couper le lièvre. Bon, c'est quoi manger demain? Non, mais je pense qu'on a passé un bon moment. Hein. Ouais. On va travailler maintenant. Donc pourquoi est-ce que je disais les suppliciés? Parce que ça répondait à ton texte que tu disais tout à l'heure, qu'on ne sait plus lequel maintenant. Hein, voilà.
Et alors, ce que tu viens de lire, je suis l'aune, la pièce sur les yeux, etc. Tu vois, ça aussi, c'est mon amour de Cocteau, c'est le testament d'Orphée. C'est là que j'apprends que on paye un tribut à Charon pour passer le Styx. Hein. Et c'est là que j'apprends que quand on meurt, on se met une pièce d'or sur chaque œil parce que c'est ça le tribut qu'on va payer à Charon. Quoi. Et donc, ça revient dans ce poème sur le Maghreb, enfin je veux dire, tu vois, CJ existe depuis quand? CJ, il existe depuis les années 70-70, donc depuis que j'ai été aux États-Unis plusieurs fois, puisque là-bas, on appelle les gens par leurs initiales. Donc, le JR dans Dallas, c'est tout à fait réaliste, je veux dire, si tu arrives aux États-Unis, on te nomme par tes initiales. Donc, je suis devenu JC. JC, qui fait presque JC, voilà, qui est déjà un nom, tu comprends, et donc à partir de là, tout le monde m'appelle JC, donc c'est tout à fait récent qu'on me rappelle Jean-Claude, depuis que Facebook m'a interdit, il y a moins d'un an, ou un peu plus d'un an, d'employer un pseudonyme, et qu'il fallait que je mette mon véritable nom. Et donc j'ai mis mon véritable nom, donc maintenant tout d'un coup il y a des gens qui m'ont découvert après et qui m'appellent Jean-Claude, mais moi il n'y a plus personne qui m'a appelé Jean-Claude depuis les années 70, ni même pas mes parents, ni même mon fils, ni personne. Et c'est devenu CJ, parce qu'au tout premier festival où on m'a invité à la Colle-sur-Loup, le mec a fait des affiches, et comme il était bien sûr un poète et absolument extraordinaire, mais quand même un petit peu conformiste, il a mis les noms de famille et les prénoms après. Et donc, pour lui, JC, c'est devenu CJ. Et comme j'ai été à l'affiche sous le nom de CJ, j'ai accepté d'intervertir le C et le J et de faire CJ. Et c'est devenu donc mon nom de plume. Mais là-dedans, mon prénom, c'est toujours J. Ode d'extase, nimbée de lumière intérieure qui se joue en reflet entre ciel et mer, chatoyant de couleurs et d'éclats. Les ombres imprécises surgissent, silhouettes chaloupées, qui dansent le souffle soufi, dont seul on entend les orgues pulmonaires. Musique du silence. Les poitrines se gonflent, hoquettent les ventres en rythme saccadé et tournent les blanches corolles. Tu as intitulé ça l'incandescence et tu as écrit Gulmim au Maroc. Tu te souviens de ce moment-là? Oui, Gulmim, je me souviens très bien de ce moment-là. Donc ça, c'est dans le grand festival de Safi. On descend à Gulmim, aux portes du désert quand même. On a quand même fait plusieurs centaines de kilomètres pour arriver jusque-là. Et là, on a un truc magnifique qui se passe, c'est-à-dire que l'espace où on va aller lire nos textes et voir les spectacles et tout ce qui se passe, c'est un énorme jardin en terrasse, donc en pente, très grand jardin, une terrasse, une deuxième terrasse, une troisième. Et la dernière terrasse est un théâtre de plein air, avec quand même des grands murs, mais pas de plafond. Un énorme escalier qui doit faire la largeur de la scène de l'Olympia, qui s'en va en marche comme ça jusqu'à un grand plat. Hein, et là, on est au sommet du parc en même temps. Et là, des centaines et des centaines de gens sont rassemblés pour écouter la poésie. Et il y a des concerts à Mazir, des concerts de gens qui ne font que la route, des berbères du voyage, et il y a les danseurs soufis, donc des derviches tourneurs. Voilà, c'est là l'incandescence. Oui, donc je me souviens extrêmement bien de ce moment, oui. Alors, je vais terminer par un poème d'amour dont une des strophes dit ceci. Cet amour, je te le donne, je n'en garde rien. Il est là pour t'accompagner dans la quête, dans la traversée de ton désert, sur les chemins de Damas à Compostelle, il est tout à toi. Je pars serein, rassénéré, empli d'une joie irradiant sa chaleur, soulagé de l'amour dont je t'ai fait propriétaire, je fais sur le chemin infini, sous les cascades, je vais sur le chemin infini, sous les cascades me purifier au baptême de la terre, me bercer aux rivières, petit point de lumière sur fond d'immensité. Je t'aime pour ton absence, pour la liberté, pour le souvenir de moi, pour la solitude accueillante où l'on existe tant.
Les deltas larges aux bras puissants qui étranglent mon cœur, les lacets bourbeux des méandres du temps, pour la lune plein où l'on se perd. Et là, encore une fois, donc c'est encore tout un voyage que tu fais, c'est encore tout un souvenir de voyage que tu nous transmets, et ce livre n'est qu'un grand voyage tout compte fait. Oui, et c'est un poème d'amour en plus. Voilà. Voilà, et c'est un poème d'amour avec une offrande ultime qui est celle de l'absence, et que ça ne fait rien, je veux dire, voilà, et que justement l'amour, au lieu de le reprendre en partant, il l'offre en partant. Et donc ça, et alors depuis il n'y a pas longtemps, j'ai dû aller faire une lecture de Rumi, pour tout un événement autour de Rumi, et donc Rumi est un adorateur d'Allah, presque tout ce qu'il écrit est consacré à Allah, mais Rumi a eu un grand amour dans sa vie, c'est un autre homme. Et c'est lui qui lui a appris la danse des derviches, tout ça, et donc il a été extrêmement lié, et donc il y a des vrais poèmes d'amour entre eux. Et puis un jour, son ami s'en va et le laisse. Et donc il reste seul avec Allah, du coup, qui est son autre amant, en réalité, voilà. Et je suis en train de me rendre compte maintenant, après, donc a posteriori, comme on dit, je suppose, que ça aurait très bien pu être un poème que son ami aurait écrit à Rumi, ce poème que tu viens de dire. Parce que c'est exactement ça qui se passe entre eux, c'est un amour avec une grande élévation, en fait, voilà. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un petit peu, et ça tu vas nous expliquer le choix qui a été fait, c'est que le recueil est parsemé de poèmes arabes. Qu'elles ont été... Écrit en arabe. Écrit en arabe, oui. Voilà. Donc là, j'ai décidé, comme tous ces festivals au Maroc, en Tunisie, tous ces festivals m'ont amené énormément d'amis poètes arabes. Donc il y a ceux qui n'écrivent qu'en arabe et il y a ceux qui n'écrivent qu'en français, hein, parce que il y a beaucoup de gens, de musulmans et de maghrébins qui parlent l'arabe évidemment, mais qui ne parlent pas un bel arabe et qui ne savent pas écrire un bel arabe, mais ils ont été à l'école et ils savent écrire et parler un très beau français, donc quand ils écrivent, ce sera en français. Ceux qui écrivent en arabe, c'est ceux qui ont vraiment travaillé la langue arabe, hein, voilà. Et donc j'ai tous ces gens qui sont amis avec moi. Et j'ai décidé, puisque c'est un livre qui est dédié au rassemblement de ce peuple avec le nôtre, et pour l'entendre, j'ai demandé à 13, en fait à 14, parce qu'il y en a En préface. En préface, voilà. J'ai demandé à tous, tout comme au calligraphe, qui est également un poète d'ailleurs, j'ai demandé à tous ces gens de me traduire un des poèmes de chaque chapitre, d'un chapitre. Chacun, je leur ai donné un chapitre, je leur ai envoyé 4 poèmes du chapitre, et je leur ai dit d'en choisir un et de me le traduire en arabe, écrit en arabe, voilà. Et donc ça, c'est dans la fraternité, parce que normalement, ce genre de choses se paye, surtout au Maghreb, je veux dire, les traductions se payent. C'est encore un pays où on fait écrire ses lettres par quelqu'un qui tape sur une machine et qui te le fait payer, hein, tu vois, même ses lettres d'amour, etc. Tous ces gens, on les voit dans les médinas, etc. Et puis, voilà, ces poètes sont des gens qui ont un statut social, et normalement, on les paye si on fait traduire quelque chose. Et donc là, c'est que de l'amitié. Donc, à chaque chapitre, il y a un des poèmes du chapitre qui a été traduit en arabe par un poètes différents. Donc il y a 14 textes de 14 poètes arabes qui ont traduit un de mes textes. Voilà. C'est une belle preuve de fraternité. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais. Voilà. Donc, et tout est comme ça, la couverture est comme ça, l'édition est comme ça, parce que les éditions Maelstrom de David sont quand même faites dans la fraternité également, absolument, et dans le respect humain. Et donc, tout se passe comme ça, voilà. Tout le livre est une preuve de fraternité, en tout cas. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie.